Bonsoir tout le monde, ou rebonsoir si vous étiez déjà là avant. J'espère que vous allez bien. Deuxième partie de soirée et retour de un avant, un après. Cette fois, on s'est concentré sur les séries télé. L'ami Martin a choisi Game of Thrones, tandis que moi, j'ai choisi Buffy contre les vampires. Donc voilà, on va vous expliquer en quoi ces deux séries, donc respectivement Game of Thrones pour lui et Buffy pour moi, euh, nous ont marqué. Pourquoi on peut dire avec ces séries qu'il y a eu un avant et un après leur visionnage. Et c'est Martin qui va commencer. Dis-nous tout. Pourquoi tu as eu une telle claque en regardant Game of Thrones? C'est parce que tu as vénéré la dernière saison, n'est-ce pas? Bien sûr, et on y viendra en plus. Mais ce qui va être très intéressant avec ce numéro-là de un avant, un après, c'est que il y a eu plusieurs en fait avant-après avec cette série. Voilà, donc Game of Thrones, une série qui s'est sortie entre 2011 et 2019, créée par David Benioff et D.B. Weiss, sortie sur HBO, évidemment, à l'époque où ils étaient encore un standard de qualité. Enfin bref, Game of Thrones, voilà, là, une série, je pense que j'ai plus vraiment besoin de la présenter, mais je vais quand même la présenter parce que j'aime bien faire mes devoirs. Oui, tu peux passer la slide d'après d'ailleurs. Voilà, une série de fantasy qui voilà traversait toute la décennie 2010, qui nous raconte des intrigues politiques entre différentes factions des sept royaumes. Voilà, un pays unifié, euh, mais en sept territoires un peu voilà culturellement distincts, mais c'est quand même sous le règne d'un seul et même roi. Guerre civile, trahison politique, complot, etc. Un petit peu de sexe quand même, parce que voilà, c'est HBO, on est adulte. De la trahison, des batailles, des dragons, etc. Un peu de sexe, t'es gentil. Ça dépend des saisons. Au début, il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup moins par la fin, parce qu'il n'y en avait pas vraiment autant besoin. Euh, Avant de parler de vraiment, et je vais vraiment axer cette partie, cette partie sur Game of Thrones sur vraiment l'axe. Pourquoi il y a eu un changement, moi personnellement, mais aussi sur d'autres plans. Parce que si je devais faire vraiment un résumé de pourquoi c'est bien, etc., on finirait à minuit et demi. On va éviter, j'aimerais bien dormir. Donc voilà, vraiment axé sur le changement qu'il y a eu, vraiment l'impact sur moi, et, mais pas que. Et je vais commencer sur autre que moi, pour dire que Game of Thrones, dans une moindre mesure, c'est un peu le Lost des années 2010, dans le sens où Lost, à l'époque où c'est sorti, c'était vraiment la série euh, où il y avait vraiment peu de personnes qui n'en avaient pas entendu parler. Tout le monde n'avait pas forcément vu, mais le pilote de Lost, ça a été quand même quelque chose. Je m'en souviens encore que les gens en parlaient, etc. à l'époque, alors que j'avais genre 5 6 ans. Donc les souvenirs à cette époque-là, c'était déjà compliqué. Mais voilà, c'était quand même un événement et aux États-Unis et même en France, hein. Durant ben voilà, milieu des années 2000 jusqu'à la fin, je crois que ça s'est terminé début 2011-2012. Là, ça s'est terminé, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas les années en tête, je dois t'avouer. Il me semble que ça a commencé en 2005-2006 Bon, et c'est il y avait. c'est 6 saisons. Du Ouais, coup, tu serais pas mal, oui. c'est dans ces eaux-là. Donc en gros, Lost s'est terminé, et puis peu de temps après, on a eu Game of Thrones qui a graduellement repris cette place de porte-étendard d'une ère assez prestige des séries télévisuelles. Avant Lost, on a vu les Sopranos, The Wire, qui étaient quand même moins connus que et Lost et Game of Thrones, mais qui ont quand même un statut culte aujourd'hui. Et voilà, donc décennie Ah, je 2010. pense que par rapport aux séries là que tu cites, c'est qu'elles avaient une vache de communauté et un succès critique certain. Mais aux États-Unis, et je pense que c'est une époque où c'était peut-être plus difficile de regarder en streaming ou des choses comme ça. Enfin, c'était une époque où souvent tu étais obligé de regarder ces séries télé, disons, à la télé. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Du coup, c'était pas forcément facile de suivre correctement. Et d'ailleurs, Lost en a fait les frais alors qu'elle était plus récente, mais la diffusion TF1, on sait que sur les derniers temps, elle était complètement chaotique. Chose que Game of Thrones a pu éviter, Hmm. et c'est tant mieux pour les fans que nous sommes. Mais par contre, c'est très bien que tu parles de ça parce que Lost, comme tu l'as dit, il y avait un peu le côté.
c'était une époque où il y avait moins de choses, moins de possibilités de regarder, il n'y avait pas un fractionnement vraiment du public et des moyens de visionnage. Donc c'était vraiment, si une série était bien, tout le monde la regardait. Mais vraiment, ça faisait des audiences qu'on n'atteindra plus jamais, hein, parce qu'on a beaucoup trop de séries à regarder, les gens sont dispersés un peu partout. Et si par exemple le pilote d'une série, même une grosse série avec beaucoup de marketing, tout ça, atteint le nombre de spectateurs du pilote de Lost, c'est voilà, tous les cadres, producteurs, tout ça, se pisseraient dessus tellement ils feraient d'argent. Donc voilà. Mais donc voilà, Lost était quand même un monument à l'époque où je dirais pas que c'était plus facile d'être monument, mais bon, il y avait peut-être moins le choix et du coup ça concentrait les gens vers une seule et même série. Et Game of Thrones, malgré une époque qui voilà commençait à voir les streamings de plus en plus évoluer, Netflix, HBO, tout ça, elle a su quand même garder un peu le statut qu'elle avait en 2011 où c'était un peu plus compliqué d'avoir plein de séries. Et jusqu'à la fin, elle a gardé un peu, selon moi d'ailleurs, elle est la dernière série un peu qui pouvait qui pouvait être une sorte de motivation, de ralliement envers un groupe d'amis ou même d'inconnus, hein, qui allaient regarder ensemble une série, chose qui ne se fait plus Allez les aujourd'hui. gars, on va péter du Panthéon, c'est ça? Bah, c'est un peu ça, hein. Il y a une chaîne YouTube qui notamment enregistrait les réactions d'un bar aux épisodes de Game of Thrones où vraiment c'était bah, tout un bar rempli de gens qui regardaient Game of Thrones et c'était un peu symptomatique de plein de groupes d'amis, etc. Vache, qui pourquoi j'y étais pas? bah voilà, mais c'était vraiment une série qui regroupait les gens vraiment et qui était un événement, hein. Quand une nouvelle saison sortait, c'est-à-dire que les gens allaient en parler, les gens allaient la regarder ensemble. Et effectivement, grosse communauté de fans issus des livres, etc. Euh, et c'est des choses que j'ai étudiées quand j'étais à la fac, donc voilà, je sors pas ça de mon derrière. Lost, pareil, son impact est indéniable. Il y a un avant, un après Lost de toute façon. Pas pour moi, mais en termes de paysage de série télé. Voilà, et ça a été la même chose pour Game of Thrones Oui, d'ailleurs. l- oui, voilà, Lost et Game of Thrones font partie de ces quelques séries qui ont donné un coup de fouet à l'univers des séries télé, ouais, bien sûr, qui a réussi d'une manière ou d'une autre à secouer le paysage des séries télé, absolument. Tout à fait. Bah tu peux passer à Et je vais faire la un coup avant de passer à la slide suivante. Previously on a Lost. que je n'ai pas vue. Toujours pas. Un jour peut-être. Euh... Ah, j'espère quand même. Peut-être un jour quand j'aurai du temps. Voilà, je me refuse pas, mais c'est comme tout. Il faut que je me mette dans l'état d'esprit. Bah, il faut savoir d'ailleurs que, petite parenthèse, Game of Thrones, j'ai pris ça en cours de route où vraiment il y avait un peu comme Lost où tout le monde disait que c'était tellement bien que j'étais un peu en mode ça me saoule. Un peu comme Squid Game finalement. Du coup, j'ai commencé à regarder la première saison été 2015, donc la saison 5 était déjà sortie. J'ai regardé jusqu'à la saison fin de la saison 2, j'ai eu un peu du mal, je sais pas pourquoi, parce que j'étais stupide probablement. J'ai fait une pause dans le visionnage, j'ai repris ensuite, et puis peu de temps après il y avait la bataille de la Nera, et bon ben énorme épisode, et du coup j'ai un peu tout enchaîné jusqu'à à peu près au moment où la saison 6 venait de sortir, donc j'ai vraiment pris les choses en cours de route, mais ça m'a pas empêché d'être vraiment dans le truc pour les raisons qui vont suivre. Euh... Oui, Bah, vas-y. peut-être pour la saison 2, le problème c'est que tu l'as trop comparé avec la dernière saison et du coup tu trouvais que la 2 était minable en comparaison. Tu vois. Ça Euh... devait être ça, je pense. Non, non, quand même Non. pas. On n'ira pas jusque-là, sinon je vais m'énerver. Euh, euh, C'était de la fantasy bien produite, voilà, à la télévision, chose qui était quand même assez compliquée. Voilà, pour tous ceux qui ont grandi dans les années 90, souvenez-vous de Xena, souvenez-vous de comment il s'appelle Hercule, qui a ses charmes, hein, je dis pas le contraire, mais euh, c'est pas pour tout le monde, je dirais. Voilà, donc la fantasy à la télé, c'était compliqué de donner de l'allure à ce genre de production. Évidemment, progrès technologique, etc., budget de HBO derrière, ça a permis de donner suffisamment de cachet à ce projet-là pour vraiment proposer un monde qui n'est pas spécialement
autant high fantasy que Le Seigneur des Anneaux ou La Roue du Temps ou ce genre de choses, mais qui quand même avait des éléments assez grandioses, voilà comme le mur notamment. On avait des sortes de zombies de glace, hein, voilà les marcheurs blancs c'est ça. Et je tiens à rappeler voilà que la toute première scène de la série présente bel et bien la menace mystique, preuve que c'est bel et bien la menace ultime de cette série et pas Port-Réal et les Lannister. Voilà, je commence déjà à chier sur la saison 8, mais il fallait que ça sorte. Mais voilà, en tout cas, pour rester sur une note positive, et c'est aussi un peu ça qui m'a permis de moi mieux rentrer dans la fantasy à l'époque où j'étais un peu dans une vision cliché de ce genre-là où c'était vraiment oh, des trolls et des gobelins et des elfes alors que ben, Game of Thrones c'était très très bien jusqu'à un certain point, Le Seigneur des Anneaux c'est très très bien, donc voilà, c'est aussi ça qui m'a permis de briser ces préjugés là ou cette vision erronée du genre. Donc voilà, cet après il est aussi vis-à-vis du genre même de la fantasy qui a été quand même pas mal popularisé par la série. Euh, une slide plus sur la qualité en elle-même de la série parce que même si j'ai tendance à garder un goût amer, il faut pas quand même euh, dénigrer le fait qu'il y avait des très bonnes choses dans la série, à la fois en termes d'adaptation, voilà, notamment jusqu'à la saison 4, une adaptation quand même assez fidèle, surtout en saison 1. La saison 1 est un produit extrêmement proche du premier livre. Mais voilà, jusqu'à la saison 4 et un petit peu la 5, on avait quand même des adaptations d'arcs de personnages assez proches de ce qu'il y avait dans les livres. Et il faut dire que ben, la plupart du temps, les adaptations étaient quand même très très bonnes. Et dans quelques cas, on a eu même des changements qui étaient meilleurs que les éléments présents dans les livres. Et j'ai mis un peu les trois images qui sont pour moi vraiment trois éléments oui, des trois premières saisons qui montrent qu'il y avait quand même de quoi faire des changements de manière assez intelligente et qui n'étaient pas forcément venu juste d'un besoin de montrer qu'on était mieux que le matériau de base. C'était parfois juste ah ben on a pas assez de minutes pour remplir cet épisode. Ah ben on va filmer ben, une scène entre deux personnages qui n'en avaient pas dans les livres. Parce que voilà, il faut savoir que les livres, euh, la saga du Trône de Fer se suit selon des points de vue de personnages. Et selon les livres, eh bien on va voir les points de vue de John, de Daenerys, de Tyrion, mais on a des personnages dont on ne connaîtra jamais le point de vue, qu'on ne verra apparaître que via les points de vue des autres. Et la série, c'était un peu l'occasion de donner un peu plus de temps, de réflexion, de présence à des personnages qui étaient peut-être un peu moins développés que dans les livres. Robb, dans les livres, n'est pas un personnage point de vue, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, etc. Et c'est aussi le cas pour Cersei et Robert. Alors Cersei, il y a des chapitres point de vue d'elle, mais plus tard dans les tomes. Mais en tout cas, dans le premier livre, on n'a pas de point de vue d'elle. Et pourtant, dans la première saison, on a une scène entre elle et Robert, donc son mari, qui est le roi, et qui parle un peu de leur relation, de leur passé, de leur enfant mort-né, qui est aussi une création de la série. Et c'est une des meilleures scènes de la saison parce que c'est très bien écrit, parce que ça apporte une profondeur qu'on n'avait pas sur ces personnages-là. Donc voilà, c'est un ajout qui est très très bon, qui est vraiment vient de nulle part quasiment, sauf ben voilà de l'esprit des deux showrunners. Euh, on a aussi là juste pas vraiment une création, mais plus juste un changement dans les livres. Arya Stark, lorsqu'elle est dans le château qui s'appelle Harrenhal, qu'elle est prisonnière, elle n'est non pas on dit cupbearer en anglais, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, c'est elle qui porte le vin pour servir les nobles qui sont en train de manger avec le seigneur qui tient le château. Et dans les livres, Arya a ce rôle-là pour Roose Bolton, qui est un seigneur du Nord, qui est qui a un côté un peu Dracula, un peu vampire, très creepy, enfin qu'on voit aussi dans la série, mais qui est différent dans les livres, qui voilà très, il se met des sangsues sur lui, fait d'un côté vraiment très, je vais te sucer ton sang quoi. Et les scènes sont sympas, mais c'est pas vraiment le. Les scènes sont sympas, mais on va dire, elles sont pas non plus excellentes. Là où dans la série, ils ont fait le choix de remplacer Roose Bolton par Tywin Lannister, un des personnages principaux, incarné par Charles Dance,
magnifiquement bien interprété, voilà. Et ce changement-là, pour le coup, Exactement, l'immense Charles Dance. excellent, qui est pour le coup visuellement pas une adaptation très proche, mais pour moi dans ma tête, quand je lis Tywin, je vois Charles Dance, même quand je lis les bouquins, pour montrer, voilà, ça montre bien que sa performance a déteint sur mon imaginaire à ce point-là, même des années encore après. Et voilà, et dans la série, ils ont fait le choix de remplacer ce Seigneur du Nord là par Tywin Lannister, ce qui a donné des scènes là aussi très très bien écrites avec des répliques qui sont très très cool, qui sont assez tendues, hein, parce que voilà, on sait très bien que si Tywin apprend que Arya est une Stark, elle est en grave danger. Dans un grave danger. Voilà, donc c'est un changement par rapport au livre qui est selon moi supérieur. Et on avait aussi dans le dernier cas de figure, dans la dernière image que j'ai mis, dans un choix qui était pourtant selon moi euh, moins bien que dans les livres, on avait quand même des scènes qui étaient du coup des créations des showrunners qui étaient quand même selon moi très très bien et qui étaient juste deux personnes qui parlent. Donc je parle voilà de l'image en bas à gauche où on a Kathleen Stark, donc la mère de Robb, qui accompagne son fils à la guerre pour libérer sa sœur, etc. Et au cours de cette campagne-là, Robb finit par épouser une noble de l'autre continent par amour. Là où dans les livres, il épouse une noble du même continent, mais qui fait partie d'une famille suzeraine de l'ennemi. Mais lorsque Robb a appris la nouvelle de la mort de ses frères, qui sont pas vraiment morts, enfin bref, il était tellement inconsolable que en fait, il s'est un peu réfugié dans les bras d'une fille, voilà, qui était la fille du noble, etc. Et pour préserver son honneur, pour éviter qu'elle ait potentiellement un bâtard de lui, il l'a épousée par devoir. Donc voilà, on a un parallèle avec Ned Stark, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré cette version-là de l'histoire. N'empêche que, on a une scène dans la série avec Catelyn, donc la mère de Robb, et sa femme Talissa, où Catelyn parle de sa relation avec Jon Snow, qu'elle a toujours vu comme le bâtard de son mari, qu'elle a toujours très mal vu, qu'elle considérait un peu comme sa plus grande honte. Et elle nous raconte que quand elle était petite, Jon était très très malade, et elle s'est un peu même surprise au bout d'un moment. Elle s'est dit, enfin, elle était toujours un peu en mode j'aimerais bien que ce garçon disparaisse de ma vie. Et le jour où il est vraiment tombé malade, elle s'est finalement rendu compte que elle prie devant les dieux en mode genre faites que ce garçon survive et si c'est le cas je l'aimerais comme une vraie mère et en gros elle dit je n'ai pas su tenir cette promesse et c'est une scène qui est très très touchante et qui montre un peu la complexité des relations où même si elle aime pas du tout John elle a quand même prié pour qu'il survive, enfin voilà, donc c'était plein de scènes comme ça où même dans les mauvais choix il y avait des bonnes choses, donc voilà, c'était pas seulement une bonne adaptation, il y avait aussi des bonnes choses qu'ils ont créé, qu'ils ont su créer eux-mêmes, voilà, finalement. euh, un avant, un après, c'est aussi et ça a été aussi pendant très longtemps ma série préférée, en grande partie parce que on avait des très très bonnes scènes, euh, très très bien écrites, très bien mises en scène, et j'ai pris, c'est un peu voilà ce qui m'est venu en premier, mais voilà, on a deux scènes avec Varys, donc voilà avec le gars chauve, une notamment où il raconte un peu comment les gens perçoivent le pouvoir, dans quoi ils accordent leur vie, leur loyauté, etc. Où en gros il finit par dire qu'en fait le pouvoir c'est là où les gens estiment que le pouvoir est, et c'est en fait un peu finalement comme une ombre, et en fait il a dit, et même un petit homme peut projeter une très grande ombre, et évidemment quand il parle, quand il dit cette phrase là, il parle à Tyrion Lannister, qui était un nain, donc voilà, évidemment, voilà, ça prend tout son sens. Et évidemment, la deuxième image, c'est là où Peter Baelish, donc voilà le gars qu'on voit de face dans la deuxième image, qui nous dit tout simplement que le chaos est une échelle. Lord Baelish, merci. J'arrêtais pas de me dire c'est Littlefinger, je me souvenais plus de son vrai nom. C'est Littlefinger, Merci. voilà, ou Lord Baelish, qui est un peu en une scène nous explique un peu comment il fonctionne le bougre. Voilà, il dit le chaos est une échelle et un peu en soit tu meurs, soit tu tombes au bas de l'échelle, soit tu la grimpes. Mais tout ce qui compte, c'est voilà, c'est l'ascension. Ça résume parfaitement bien et je suis pas sûr que cette ligne là soit dans les bouquins, j'ai un doute, mais voilà, en tout cas c'est des scènes où c'est juste des scènes où deux mecs parlent, deux personnes parlent, et c'est juste parmi les scènes les plus mémorables et les plus
épiques entre guillemets, mais voilà, c'est parmi les scènes que me restent encore plus que les scènes de bataille, je dirais. Pourtant, il y a eu très bonnes scènes de bataille. Voilà, donc la preuve que c'était ça l'important qu'il fallait garder pour les saisons d'après. Je dis ça, je dis rien. Mais c'était bien écrit, voilà, à l'époque. Je vais finir, parce que sinon je sens que j'en aurai pour 4 heures de plus. Euh, L'avant, après, ça a été la découverte de la série. Ça a été ma série préférée pendant plusieurs années. L'avant, l'après, ça a été aussi l'avant, après saison 8. Voilà. Euh, voilà, je vous laisse le professeur Ian Malcolm vous résumer mon opinion sur cette dernière saison et par extension la saison 7, la saison 6, la saison et une partie de la saison 5, pas tous au même degré hein, parce que les qualités sont pas les mêmes, mais les problèmes surgissent dès la saison 5 hein, en ayant lu les livres, j'ai un peu toute cette vision là où je suis en mode ah ils auraient pas dû faire comme ça. Bref, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout l'écriture parce que c'est bien réalisé, c'est plutôt bien joué. Pour la plupart des épisodes, la photographie est très très bonne, les costumes sont très bons, sont très bien faits, mais je suis pas vraiment d'accord sur la direction artistique, mais ils sont quand même très bien faits, les décors sont ouf, les scènes d'action sont épiques. Voilà, mais c'est tellement mal écrit et ça met tellement un pied de nez à tout ce qui a été construit que voilà, j'ai ce ressentiment-là qui est probablement injuste envers toutes les personnes qui ont bossé dessus, mais enfin, voilà, c'est viscéral, je peux pas m'en empêcher. Donc oui, il y a eu ce retournement-là qui m'a quand même. Je crois que tu peux passer la slide d'après. Je crois que j'ai préparé un truc. J'espère que je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. L'avant-après saison 8, ça a été aussi de me donner tellement de colère. Voilà, la colère qui a mené à la haine. Mais la haine n'a pas conduit au côté obscur. Elle a La conduit. colère mène à la souffrance. Ah bah voilà, on a la même référence. Voilà, c'était bien évidemment ça. Et au lieu de me laisser souffrir avec cette fin qui me laissait tellement pantois, si ce n'est plus, hein, même beaucoup plus, je me suis dit, en fait, je vais lire les bouquins. Parce que je sais qu'il y avait, je savais qu'il y avait les bouquins. J'avais commencé à les lire. Je vais commencer à lire le tome 1 il y a quelques années avant ma deuxième tentative. J'étais pas allé au bout en me disant non, mais la série va se terminer, ce sera très bien. Ce n'était pas très bien. Du coup, je me suis dit, je vais lire les bouquins, tout simplement. Ça m'a amené à lire les bouquins, j'ai aussi lu les adaptations en comics, donc voilà. L'avant-après saison 8, ça a été aussi m'immerger dans ce monde littéraire-là. Et voilà, ça m'a pris quand même 1 an et demi à lire tous les bouquins, donc ça a quand même marqué un certain, ouais, une bonne partie de ma vie quand même. Et voilà, j'ai découvert les formes de la garde de nuit avec ça. Je l'ai lu avec un ami, donc c'est très très bien. Voilà, donc si jamais vous avez une frustration comme moi sur une œuvre, n'hésitez pas à aller chercher le plus ailleurs, voilà, tout ce qu'il y a autour qui pourrait vous satisfaire. Parce que moi, ça quand même, ça m'a permis un peu de faire le deuil entre guillemets de la série et de me concentrer sur autre chose. Bon, maintenant il faut qu'on attende la fin des bouquins, mais ça c'est une autre histoire et ça fait quand même, ça fait mal. Tu vas attendre longtemps. Ça suffit, ça suffit. Je suis dans le déni, laisse-moi dans le déni. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, bien sûr, là sur Twitch ou en commentaire, ce que vous pensez de Game of Thrones. Si vous aussi, vous n'aimez pas, si vous non plus, vous n'aimez pas la dernière saison. Si vous aussi, vous avez trouvé un refuge à travers les livres, voilà. Nous sommes extrêmement intéressés par votre point de vue afin de pouvoir les comparer avec les nôtres et pouvoir échanger. Je vais peut-être tout de suite enchaîner. Il faudra juste que tu me files 2 images, mais je peux quand même enchaîner si ça te va. Comment ça, 2 images? Une image pour Buffy et une image pour Game of Thrones. Ah oui, pour la C'est miniature. pour Déjà, il faudrait YouTube. que j'arrête Ouais, voilà. l'enregistrement, ce serait pas mal. Honte à moi.